Bienvenue sur le plateau de Business Inside avec maintenant Hugo Guessmann. Bonjour. Bonjour. Vous êtes président fondateur de TIGA. Alors on va en parler dans un instant. Cet espace est dédié par le magazine Forbes pour permettre aux chefs d'entreprise de raconter un peu leur histoire et surtout de nous expliquer ce qu'ils veulent faire et comment ils peuvent le faire. Parce que pour une entreprise, le passé c'est intéressant bien sûr, mais l'avenir et la façon dont on manage l'avenir c'est encore plus intéressant. TIGA, c'est une société de conseil très digitalisée, très informatisée, Exactement. Dont la vocation c'est de convertir les autres entreprises au digital. Si je dis ça, c'est très réducteur peut-être. Alors c'est pas réducteur, il y a tout à fait de ça dans le positionnement. Il y a tout à fait ça dans le positionnement de TIGA. Donc vous l'avez dit, c'est un cabinet de conseil qui est spécialisé dans une discipline qu'on appelle le product management. Et donc notre ambition, c'est d'aider les entreprises à devenir des boîtes de la tech. Alors qu'est-ce que ça veut dire devenir une boîte de la tech ? Déjà, je pense que toutes les entreprises qui sont nos clients aujourd'hui, elles ont fait un constat qui est assez simple à faire entre nous, c'est de regarder les plus grosses capitalisations boursières et de se dire, je remarque que dans le top 10, il y en a 8 qui sont des boîtes de la tech, ce qui était inconcevable il y a peut-être 20, 25 ans ou 30 ans, mais c'est la réalité aujourd'hui. Et donc, elles y voient une opportunité, elles se disent, comment moi aussi, je fais en sorte que j'ai une part de mon business model qui repose sur la technologie. Et ça, c'est tout l'enjeu, et c'est pas facile de devenir une boîte de la tech. Sans avoir l'ambition affichée de devenir une boîte de la tech, ce qu'on constate, c'est qu'il y a de plus en plus d'entreprises qui, Covid étant passé par là, se disent « moi, je suis condamné à me digitaliser ». Et vous me dites, la digitalisation, c'est pas la mer à boire, c'est pas la clé de tout, il faut refonder tout le modèle, ou une grande partie du modèle. Oui, si on limite la digitalisation au côté, on équipe un petit peu tout le monde, on passe un peu à côté du sujet. Alors ça, c'est intéressant. Expliquez-nous ça. Le vrai sujet, fondamentalement, pour les boîtes, c'est pas la digitalisation au sens un peu basique du terme, c'est-à-dire on équipe, on fait du télétravail, on a les bons outils. Oui, c'est une composante importante parce que ça augmente la productivité. C'est une composante qui est fondamentale. Mais d'un point de vue business model de l'entreprise, le vrai sujet, il n'est pas là. Ça, c'est, comme vous l'avez dit, ça permet d'augmenter la productivité. Mais le plus intéressant pour ces boîtes un peu traditionnelles, on va dire, c'est qu'elles fassent évoluer leur business model pour qu'il y en ait tout ou partie qui soit sur le numérique, qui soit l'usage d'une technologie. Et ça, c'est assez difficile. Prenons des exemples sur lesquels vous avez travaillé. J'imagine qu'on peut citer les marques. Le PMU, par exemple. Vous avez travaillé avec le PMU ? On peut citer les marques. Alors, le PMU, ce qui est très simple, c'est que historiquement, c'est une boîte qui... traditionnel, on allait dans les bureaux de tabac. Digital. Voilà, exactement. On allait en point PMU pour prendre ses paris au champ de course, évidemment. Ou dans un bureau de tabac. Et évidemment, au fil des années, le business model de la boîte a évolué, s'est déplacé vers le numérique. Et aujourd'hui, alors j'ai pas le pourcentage exact, on pourrait avoir le même raisonnement sur la Française des Jeux, par exemple, mais c'est évident que le poids du numérique dans le chiffre d'affaires de la société a considérablement évolué. Et donc, quand je parle d'évolution vers un business model de la technologie, c'est exactement de ça dont je parle. On peut parler de l'assurance aussi. Ou la banque, même. Ou la banque, évidemment. Même la banque, c'est... La profession de chauffeur de taxi a changé. On peut parler avec l'arrivée d'Uber. Uber, c'est un tout petit peu différent dans la mesure où c'est une boîte qui est née sur le numérique. Oui, voilà. Mais qui a obligé les autres... Parlons de G7. Oui. Elle a poussé G7 à se renouveler complètement et à aller vers le numérique comme cœur du business model. Alors qu'au final, au début, ils ont été un peu bousculés. Ils ont eu du mal à réagir. Ça a été compliqué parce qu'il y a des gros freins organisationnels, culturels. Et c'est là tout l'enjeu aussi. C'est de lever ces freins culturels et organisationnels pour aller vers ces nouveaux business models. Donc, c'est pour cette raison que vous situez au niveau du product management. Alors, le product management, c'est une des compétences qui est clé dans cette transformation. Et c'est un ensemble de métiers, les product managers, les product designers, product marketing, dont vous avez forcément entendu parler maintenant parce que c'est un peu la clé de voûte de toutes ces boîtes de la technologie. Et ces métiers-là, ils sont historiquement mal maîtrisés par les boîtes traditionnelles. Donc, ils ont besoin de ces compétences. Et c'est là où on intervient puisqu'on apporte cette expertise en product management, en product design aux sociétés. En lisant plusieurs choses qui ont été écrites sur vous, le design aussi est une grande préoccupation. Et vous dites... on va être de plus en plus obligé d'en faire. C'est de plus en plus indispensable. Exactement. Mais le design, c'est l'esthétique. On est dans l'esthétique, quasiment. Alors, on est plus loin que ça. Plus ça ? On est plus loin que ça. Il y a évidemment l'esthétique, c'est la partie émergée de l'iceberg. L'ergonomie, il y a tout ça. Exactement. Ça va plus loin que ça. Le design, il y a aussi tout ce qui est dans la simplification d'un service. Et ça, il faut bien le comprendre. C'est-à-dire que, finalement, aujourd'hui, faire de la technologie,
développer des choses, c'est plus aussi compliqué que ça l'était il y a une dizaine d'années. Voilà, c'est plus accessible. Mais la grande difficulté, c'est de masquer la complexité de la technologie aux yeux de nous tous. Pendant le Covid, je pense que c'est très révélateur. On passe notre vie quand même sur des outils. Ouais. Donc on est dans une économie de l'attention, on en utilise en permanence et je pense qu'on devient de moins en moins tolérant à la médiocrité. Ouais. Dès qu'il y a un truc qui marche pas, le formulaire qui se remplit pas, on devient fou, on se dit c'est pas possible aujourd'hui que ça fonctionne pas. Ouais. Et donc la grande capacité de toutes ces boîtes, c'est de savoir masquer la complexité à l'utilisateur et de rendre quelque chose qui au fond est assez compliqué, hein, que ce soit techniquement ou dans le process, le rendre très simple. C'est ça le design. Ouais. Alors en commençant, vous avez dit il faut que les entreprises deviennent des entreprises de la tech. Oui. Hein, c'est ça. Exactement. Mais la plupart des grandes entreprises de la tech sont nées entreprise de la tech. Exactement. Vous êtes d'accord? Exactement, bien sûr, bien sûr. Quelles sont les conditions pour transformer une entreprise en une entreprise de la tech? Ça dépend quoi? Ça dépend du patron? Ça dépend... C'est quoi? Des process? Ça dépend de vous allez me dire? J'espère. On est là pour ça. Ça dépend de beaucoup de choses. Ouais. Le point de départ culturel, la culture, effectivement. Donc quand vous dites ça dépend des patrons, oui, si on considère que les patrons sont aussi... une partie responsable de la culture qui est dans leur entreprise. En général, oui. Donc ça, c'est le point de départ. Il faut avoir cet esprit, on va dire, de boîte de la tech qui est très tourné vers le client. On donne souvent l'exemple de boîtes comme Tesla. Ce que réussit formidablement bien Tesla, c'est une obsession du client. Et ça passe par une culture d'entreprise qui est très forte. Il y a un axe qui est organisationnel aussi. Donc, les boîtes de la tech ne sont pas structurées de la même manière que des boîtes traditionnelles. Et puis, il y a un axe tout bête dont je parlais, qui sont les compétences. C'est-à-dire que c'est bien beau de dire « je veux devenir », il faut avoir les gens qui sont capables de faire. Alors, il y a la composante de communication, parce que sur les boîtes de la tech, elles communiquent aussi très fort. On a même le sentiment qu'elles travaillent sur deux marchés, le marché financier et le marché de leurs clients. C'est vrai. Hein, Tesla, si on peut reprocher à Tesla, c'est sa surcapitalisation par rapport à la réalité. Peut-être que, mais c'est le marché qui décide de ça. Exactement. Alors, il y a évidemment des enjeux de communication. Est-ce qu'il n'y a pas le danger, là, actuellement, d'être ébloui par tout ça? C'est évident qu'on se pose quand même la question de bulle, pas bulle. Il y a des niveaux d'investissement en venture qui sont colossaux en ce moment et qui sont d'ailleurs de plus en plus en décorrélation avec le revenu réel de ces entreprises. Donc il y a des levées de fonds qui sont colossales, parfois pour des boîtes dont le revenu ne suit pas la même tendance. Donc ça pose quand même des questions. Et en même temps... Comment se protéger de la tentation? Il y en a certains de vos concurrents qui parfois le font, et ils ont des déconvenus, la tentation de promettre quelque chose qui va briller et qui ne sera pas au rendez-vous. C'est compliqué, ça. Oui, c'est compliqué. En même temps, ça tire un autre sujet qui est peut-être lié à l'éthique, à la responsabilité, qui va être, je pense, assez prépondérant dans les années qui viennent. Puisque là, on a eu une course ces 15 dernières années à la surperformance dans le digital, qui a tiré pas mal de choses de positif, mais qui va probablement atteindre certaines limites. Et on va se poser la question de l'éthique, de la responsabilité, peut-être lié à cette surcommunication, cette surpromesse, parce qu'il y aura des déceptions, forcément. Puis il y a tout un tas de sujets aussi qui sont tirés par l'éthique sur lesquels on peut revenir. Parce que on est vraiment en retard en France? On est vraiment en retard? On est en retard. Oui. Voilà, on n'est pas... Je serais pas catastrophiste. La Covid a permis d'accélérer la mutation. Oui, dans plein de secteurs. L'éducation, l'entertainment, la restauration, oui, c'est un vrai accélérateur. Maintenant, il faut en profiter, même si c'est une zone un peu de marasme économique, il faut quand même essayer de rebondir encore plus fort. Vous êtes au charbon, vous Oui, on n'arrête pas, ça c'est sûr. Ça s'appelle tiga.co. .co. Et on sait tout. Et vous savez tout. Merci. Merci à vous.